Bonjour, je vous présente cet ouvrage. David Hume, Les essais esthétiques, première partie, art et société. L'esthétique de David Hume est une esthétique des Lumières. Hume se défie de toute philosophie aventureuse de l'histoire. Voltaire, toute certitude qui n'est pas une démonstration mathématique n'est qu'une extrême probabilité. Il n'y a pas d'autre certitude historique. Pour Hume, il est impossible de prédire à quel événement on peut s'attendre. L'histoire de l'art concerne un petit nombre d'hommes. Hume défend une théologie sociologique du génie qui vaut pour les hommes de goût. Le XVIIIe siècle, dit d'Alembert, apporte une nouvelle lumière sur quelques objets, mais aussi une nouvelle obscurité sur plusieurs autres. La philosophie empiriste de Hume est le miroir de l'âge des Lumières. Il nous présente une théorie de la culture par opposition à la culture médiévale et antique. Hume ne se méprend pas au sujet des dames et leur aversion pour la réalité et leur goût avéré pour le faux. On disait de Socrate qu'il a fait descendre la philosophie du ciel pour habiter parmi les hommes. Hume avait l'ambition de sortir la philosophie des écoles de libraires ou les cabinets pour la faire habiter dans les clubs, les assemblées, tables de thé ou café. Il attribue une grande valeur au monde de la conversation. Il prend le contre-pied de Rousseau en montrant que les époques les plus raffinées sont en même temps les plus heureuses et vertueuses, et les sociétés antiques manquant de politesse. Hume est ébloui par la France, seul peuple après les Grecs ayant produit des poètes, des historiens, des peintres, des architectes, des orateurs, des sculpteurs et des musiciens. Leur théâtre surpasse même les Grecs. Enfin, savoir vivre cet art de la société, de la conversation. L'Europe est une image en grand de ce que la Grèce était en miniature. Hume dégage les principes qu'il pose de l'étude des faits au lieu de les établir a priori. Il décrit Machiavel comme un génie supérieur mais borné aux petites principautés d'Italie. Hume élargit son champ de recherche, cet art d'historien qui transmet les faits par l'écriture, Voltaire. David Hume, la pauvreté et le travail pénible avilissent l'esprit des hommes, les rendant incapables de toute science. Un gouvernement oppressif bannit les arts libéraux. Lalo montre que ce ne sont pas les artistes qui ont corrompu Byzance, mais Byzance qui a corrompu ses artistes. L'art se distinguant soigneusement du luxe. Au XVIIIe siècle, l'Écosse est au départ la nation la plus arriérée d'Europe. Échappant à la misère grâce au développement de l'industrie textile, puis passant de l'état féodal au mercantilisme moderne. Son développement scolaire est raide et brille, et rapide et brille, de son éclat intellectuel. Adoptant la physique de Newton, puis de Hutcheson, Reid, Adam Smith et David Hume, comme grands philosophes. Hume affirme que lorsque le luxe cesse d'être innocent, il cesse aussi d'être bénéfique. Les hommes d'affaires visent à obtenir les honneurs parlementaires. Les arts et les sciences prennent naissance au sein d'un peuple qui possède un gouvernement libre. Le premier principe est celui de liberté. Les sujets modernes des monarchies absolues jouissent d'une liberté plus grande que celle des citoyens dans les républiques antiques. La liberté est propice aux arts et un progrès dans les arts est plus favorable à la liberté et produit un gouvernement libre. Hume n'insiste pas sur le rôle du souverain, monarque absolu ou despote éclairé et se réfère à l'essor artistique de l'Angleterre puis de l'avènement de nos libertés. L'Angleterre possède ce singulier privilège qui est cette liberté de tout dire. Une lumière se communique de partout, conception élitiste de la culture. La culture est une lumière qui doit se diffuser, se répandre. Le génie, un feu qui s'allume. Comme Voltaire, Hume accorde beaucoup d'intérêt à la civilisation chinoise. Les hommes d'élite ne vivent pas uniquement une vie animale, mais ont aussi une activité intellectuelle. Il y a les savants et les hommes de bonne conversation, penchant pour l'exercice de l'entendement.
Le savoir était le grand perdant à rester confiné dans les petits groupes et dans les universités. La philosophie elle-même alla à sa ruine avec cette sinistre méthode d'anachorète employée pour l'étudier. En vérité, que pouvait-on bien attendre d'hommes qui ne s'appuyèrent jamais sur l'expérience dans aucun de leurs raisonnements et qui ne la recherchèrent jamais là où elle se trouve dans la vie de tous les jours? Hume, ambassadeur arrivant du domaine du savoir vers celui de la conversation. Négligence de ne pas s'approcher et de s'adresser au beau sexe qui est le souverain de l'empire de la conversation. Nos ennemis sont ceux de la beauté et de la raison, ceux dont la tête est alourdie et les cœurs froids. Les femmes de bon sens et de bonne éducation sont de bien meilleurs juges que les hommes parvenus au même degré de compréhension. Elles redoutent le ridicule et abandonnent la lecture et l'étude. Seul leur jugement sur les livres de galanterie et de dévotion porte à se méfier, car elles paraissent charmées par le feu de la passion plus que par sa justesse. Leur disposition tendre et amoureuse pervertit leur jugement. Puissent-elles s'habituer un peu plus aux livres de toutes sortes et concourir ainsi à cette union que je projette entre le monde savant et celui de la conversation. Sur l'éloquence et son déclin, on nous dit que lorsque Démosthène était sur le point de plaider, tous les hommes d'esprit se rassemblaient à Athènes comme pour le spectacle le plus célèbre du monde. En tout temps, le génie de l'humanité est probablement égal à lui-même. Mais notre progrès dans l'éloquence est très peu important en comparaison de l'avance que nous avons prise dans les autres domaines du savoir. La multiplicité et la complexité des lois est un facteur de découragement pour l'éloquence des temps modernes, mais n'explique pas entièrement le déclin de cet art noble. Chez les Athéniens, les aéropagites interdisaient expressément tous les apprêts de l'éloquence. Harangue grecque écrite dans la forme judiciaire. Quand la liberté, le bonheur ou l'honneur de la République faisaient le sujet des débats, élevant l'homme de génie au-dessus de tous les autres et développant l'éloquence. Maintenant, si nous bannissons le pathétique des discours publics, les orateurs se réduisent qu'à exprimer le point de vue du bon sens en des termes appropriés. Il serait facile de trouver un Philippe dans les temps modernes, mais où trouverons-nous un Démosthène? Ce sont les nations cultivées qui portent l'éloquence à une plus grande hauteur. Les membres de l'Académie française tentent de nous donner des modèles d'éloquence dans leurs discours d'admission à l'Académie, mais n'ont pas de sujet valable pour discourir, et se jettent dans la flatterie et un torrent panégyrique. Cependant, leur style très élevé et sublime pouvait atteindre les plus grands sommets sur un sujet favorable. Les Anglais ont un bon sens remarquable qui les rend très méfiants envers toute tentative de les tromper par des fleurs de rhétorique et d'éloquence. Ils sont modestes et considèrent comme arrogant le fait de présenter autre chose que des raisonnements. S'ajoute le manque de délicatesse, de goût du peuple peu sensible au charme des muses. C'est pourquoi les auditeurs ont renoncé à les émouvoir. Un tel mauvais goût ne prévaut communément qu'en raison de l'ignorance du vrai goût et en l'absence de modèle parfait. L'ancienne éloquence sublime et passionnée est d'un goût plus juste que la moderne, à savoir l'éloquence rationnelle et qui procède par argumentation. Le luxe signifie un grand raffinement dans la satisfaction des sens. Un moine à l'étranger fit le pacte avec ses yeux de ne jamais les tourner dans la direction d'une fenêtre de sa cellule ouvrant sur une belle perspective, afin de ne pas être gratifié d'une satisfaction aussi sensuelle. Être entièrement préoccupé par le luxe sans aucun goût pour l'étude ou la conversation est une marque de stupidité incompatible avec toute rigueur de caractère ou de génie. Les hommes de morale sévère blâment le luxe le plus innocent, le représentant comme la source de toutes les corruptions et de tous les désordres. Les époques raffinées sont les plus heureuses et les plus vertueuses. Partout où le luxe cesse d'être innocent, il cesse aussi d'être bénéfique. Le bonheur humain se constitue, l'action, le plaisir et l'indolence ou le repos. L'éducation, la coutume ont une influence profonde pour disposer l'esprit
et on doit reconnaître que là où se développe un goût pour l'action, le bonheur humain est favorisé. La même époque qui produit de grands philosophes et de grands politiciens, des poètes et des généraux renommés, abonde en habiles tisserands et en constructeurs de navires. Une pièce de drap sera fabriquée à la perfection par une nation qui ne peut ignorer l'astronomie ou dans laquelle l'éthique est négligée. L'esprit de l'époque affecte tous les arts et l'esprit des hommes. La curiosité attire les sages, la vanité attire les insensés, le plaisir les deux. L'amélioration apportée par le savoir fait ressentir un accroissement sur l'humanité. La connaissance diffuse son influence bénéfique dans le public, rendant le gouvernement grand et fécond et les individus heureux et prospères. L'industrie est grandement encouragée par le savoir, inséparable des époques d'art et de raffinement. La connaissance dans l'art de gouverner engendre naturellement de la souplesse et de la modération. Des pays comme la Pologne, dont la vénalité et la corruption prédominent, semblent la plus déficiente dans les arts de la guerre. Les libertés de l'Angleterre, bien loin de péricliter, n'ont jamais autant fleuri. Le luxe, quand il est excessif, est la source de bien des maux, mais préférable à la paresse et à l'oisiveté. Partager ce qui est dû au hasard et ce qui procède de cause. Cette distinction dépend de la sagacité de chaque homme. Ce qui dépend d'un petit nombre de personnes doit être attribué au hasard ou à des causes secrètes et inconnues. Ce qui dépend d'un grand nombre d'individus, on peut souvent en rendre compte par des causes déterminées et connues. Un État qui devrait porter ses efforts à encourager le développement du commerce serait plus assuré du succès qu'un État qui devrait cultiver le progrès du savoir. Les hommes qui cultivent les sciences avec un succès assez éclatant pour s'attirer l'admiration de la postérité sont toujours en petit nombre. S'attendre à ce que les arts et les sciences prennent leur premier essor dans une monarchie, c'est une contradiction. Les premiers balbutiements ne peuvent se produire dans les gouvernements despotiques. L'éloquence jaillit plus naturellement dans les gouvernements démocratiques. L'émulation qui naît naturellement entre des États avoisinants est une source manifeste de perfectionnement. Les fastes de Sa Majesté exercent une fascination sur les hommes et contribuent à les rendre esclaves. Dans un petit royaume, tout acte d'oppression est immédiatement connu dans l'ensemble du pays. L'indignation est élevée. La loi est source de toute sécurité et de tout bonheur. Les anciens se faisaient une règle du fait que la personne du plus haut rang devrait être mentionnée la première dans le discours. La galanterie, supériorité en politesse, cause de ce raffinement. La galanterie est généreuse, naturelle. C'est le rôle des bonnes manières que d'empêcher un déploiement étudié de sentiments directement contraires. La galanterie est compatible avec la sagesse et la prudence. La meilleure école pour les bonnes manières est la compagnie des femmes vertueuses. Quand dans un état l'art et les sciences atteignent la perfection, ils déclinent naturellement, ou plutôt nécessairement. Le génie d'un homme est toujours, au début de sa vie, aussi inconnu à lui-même qu'aux autres. C'est après de fréquentes tentatives couronnées de succès qu'il peut s'estimer à la hauteur des entreprises et s'attirer l'admiration de l'humanité. Personne n'est aussi exposé à un excès d'admiration et de modestie qu'un génie vraiment grand. Après l'émulation, le plus grand encouragement des arts nobles est la louange et la gloire. Les arts et les sciences requièrent un sol frais et aussi riche que la terre puisse être. Ce terroir, une fois épuisé, ne produira aucune œuvre qui soit parfaite ou achevée. David Hume, Les essais esthétiques, première partie, art et société. Merci.